C'est un procès inédit qui vient de s'ouvrir, celui de 2 membres de l'Opus Dei et d'une association qui lui serait également liée spirituellement. Ensemble, ils vont devoir répondre de rétributions contraires à la dignité et de travail dissimulé. À l'origine de la procédure, Catherine Tissier, une ancienne membre au goût amer. En fait, ils m'ont fait un peu un lavage de cerveau. J'ai aucun souvenir d'avant mes 14 ans. La seule chose que je me souviens, c'est par photo. Et ils ont mis leurs idées à la place. Si l'Opus Dei, en tant qu'institution, n'est pas juridiquement mise en cause... Certes, il y a des personnes membres de l'Opus Dei qui sont impliquées, mais c'est sur un plan professionnel, à titre personnel, et donc pour des questions de droit du travail uniquement. La présence sur le banc des accusés de plusieurs de ses membres pourrait pourtant relancer le débat sur les possibles dérives sectaires de cette organisation catholique aussi puissante que secrète. Parfois surnommée l'œuvre ou la pieuvre de Dieu, l'Opus Dei existe depuis 1928 et jouit au sein de l'Église d'un statut unique. Le député Jean-Pierre Brard, vice-président du groupe d'études sur les sectes, s'est souvent penché sur cette institution catholique très particulière. Si vous voulez, c'est une fraction de l'Église qui a été fondée par Monseigneur Escribert de Balaguer, qui était un espagnol franquiste, donc associé à la dictature fasciste en Espagne, et qui n'est pas une congrégation normale, puisque l'œuvre, comme on dit, l'Opus Dei, ne relève que de l'autorité du pape lui-même. C'est-à-dire ce qui se passe au sein de l'Opus Dei, personne ne le sait, sauf ceux qui dirigent l'Opus Dei et le pape lui-même. Aujourd'hui, l'Opus Dei compterait en France environ 1500 membres et ferait preuve d'un prosélytisme très actif. Chaque personne qui fait partie de l'Opus Dei doit pratiquer ce que l'Opus appelle la pêche sous-marine. Donc la pêche sous-marine, c'est-à-dire on va pêcher des petits poissons, voilà, et donc chaque membre de l'Opus Dei doit ramener au moins 2 membres, enfin 2 recrues potentielles par année. Franchement, on a eu plus de 10-15 témoignages, tous le disent, c'est que du coup, toute rencontre devient une recrue potentielle. C'est-à-dire qu'en fait, l'amitié sert d'appât. Catherine Tissier affirme ne rien connaître de cette organisation lorsqu'elle entre à 14 ans à l'école privée hôtelière de Thonon, dans l'Aisne. Un établissement très accueillant au sein duquel l'Opus Dei dispense une formation chrétienne. Confiée à une préceptrice, Catherine devient très vite pratiquante et à 16 ans, elle rejoint officiellement l'œuvre en faisant vœu d'obéissance, pauvreté et chasteté sans en parler à ses parents. Ça coulait de source, quoi. Mes parents étaient mis de côté, c'était devenu le diable pour moi. On s'est détaché progressivement de nous. On avait l'impression qu'on la reprogrammait. À cette époque, Catherine travaille de 7h à 21h, 7 jours sur 7, à l'entretien de différents centres de l'Opus Dei. En plus de ses tâches ménagères, pour obtenir la grâce de Dieu, Catherine doit également pratiquer des mortifications, en portant notamment le cilice. En fait, c'est un collier en ferraille avec des pointes qu'on met autour de la cuisse. Et plus on serre, mieux c'est. Aussi les disciplines. C'est un fouet de corde. Tout ça, c'est fabriqué dans le sein. J'ai appris à les fabriquer, je savais les faire. Et c'est un fouet de corde et vous fouettez dans le dos. Le temps de réciter une prière qui était fixée par la directrice de conscience. Du côté des membres de l'Opus Dei, que nous avons pu rencontrer à leur retour des JMJ, on s'étonne de ce genre de pratique et l'on évoque des mortifications d'une toute autre nature. En fait, c'est plutôt mortification, c'est mourir à tout ce qui n'est pas bon en fait en nous, ou par exemple, et tout ce qui empêche la vie agréable autour de nous. Par exemple, un bon exemple de mortification qu'on vit, c'est, et puis moi que je vis personnellement, justement à Madrid, il faisait 50 degrés et moi j'en pouvais plus, en plus je suis bretonne donc le soleil c'est vraiment pas à ça. Et puis j'essayais, en fait, de pas trop me plaindre en fait, c'est juste ça. C'est en tout cas la discipline de fer de l'Opus Dei qui pousse Catherine Tissier à quitter l'œuvre en 2001. Le déclic se fait lors d'un week-end avec ses parents qu'elle ne voit plus qu'une fois par an. J'ai 39 kilos, je ne pouvais plus m'alimenter toute seule, je ne pouvais plus me laver toute seule. Et il fallait que je fasse ma charge de travail autant qu'avant, tout le reste comme avant dans le centre. Et le médecin m'a dit, si tu restes pas te reposer 1 mois, dans 2 jours, c'est le SMUR. Et je suis restée, je suis jamais repartie, quoi. Je suis restée 2 ans et demi en arrêt de travail. Et ensuite, j'ai été mise en invalidité. J'aimerais qu'on fasse la différence entre une secte et l'Opus Dei. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise, la différence, elle est là, ce n'est pas une secte. Parce que moi, j'en vois pas.
Contrairement à la Belgique, l'Opus Dei n'est pas considéré comme une secte en France. La commission d'enquête parlementaire dédiée au sujet considérant que c'est à l'Église catholique de régler le problème d'éventuelles dérives sectaires. Le pouvoir politique suit néanmoins ce procès de près et le vice-président du groupe d'études sur les sectes prévient: chez nous, personne ne doit échapper à la justice, même un groupe qui ne dépend par ailleurs que du pape.